Madame, Monsieur, bonsoir. Dans un peu plus d'une semaine, vous serez invité à voter dans le cadre du premier tour des élections législatives. Quel est le contexte politique? Quelles sont les difficultés économiques et écologiques dans notre région? Quelles sont les priorités sur notre territoire? Quels sont les enjeux en Aquitaine? C'est le thème de ce club de la presse ce soir. Invité de cette émission, Claire Mayer, correspondante du journal Le Monde à Bordeaux. Bonsoir. Bonsoir. Jefferson Desports, grand reporter pour le journal Sud-Ouest. Bonsoir Jefferson. Bonsoir, Yannick Franck. Damon, rédacteur en chef adjoint France Bleu Berne Bigorre, bonsoir. Bonsoir. Et Jean Petot, politologue. Jean, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce club de la presse. Alors ouvrons cette émission par le chapitre politique. La région est historiquement socialiste et centriste. Claire, cette région est-elle en train de changer de couleur ? Effectivement, nous avons une région socialiste dirigée par Alain Rousset. Nous avons aussi le département de la Gironde et plusieurs autres départements qui sont dirigés par des socialistes. Cette fois-ci, lors des dernières élections présidentielles, un département, le Lot-et-Garonne, a basculé en faveur du Rassemblement national. On peut s'interroger sur l'orientation politique qui est en train de prendre effectivement la région. Et Jefferson, est-ce qu'on est en mesure de percevoir quelle sera la couleur de cette nouvelle région ? On connaissait historiquement sa base. Est-ce qu'on voit vers quoi elle va aller, cette région ? Je crois qu'il y a deux niveaux de lecture. Un niveau local, comme l'a rappelé Claire, avec une région à gauche et un département à gauche et d'autres départements. Mais il n'y a aucun exécutif macroniste. À l'inverse, on a une très grande majorité de députés macronistes. Donc si on prend le scrutin à l'échelle nationale, la Macronie ici s'est installée. Prenez la Gironde, 12 circonscriptions, 10 députés macronistes qui vont repartir en campagne pour l'essentiel d'entre eux. Donc il y a une tendance au national qui ne s'est pas vérifiée partout sur les résultats de la présidentielle. Mais là, on va bien avoir une majorité de députés macronistes sortants qui repartent à la bataille. Donc oui, il y a des racines, oui, il y a une histoire politique, mais elle ne se vérifie pas, elle ne se vérifie plus depuis 2017. Donc tout l'intérêt de cette élection, c'est de savoir si les macronistes sortants vont repasser, s'ils vont être challengés et s'il va y avoir un peu plus de diversité politique pour l'Assemblée nationale venant de la région. Yannick, vous connaissez bien l'ensemble de la région, mais plus particulièrement le sud, les Pyrénées-Atlantiques notamment. Vous travaillez à Pau. Est-ce que vous voyez également ce changement dans ce département des Pyrénées-Atlantiques ? Absolument. Le Béarn, je crois, a tout à fait ce côté bicéphale avec des députés MoDem qui se sont installés depuis peu et puis ces racines qui sont aussi à gauche et socialistes. La deuxième et la quatrième circonscription sont effectivement des circonscriptions qui sont de centre droit depuis toujours. Mais la première et la troisième sont à gauche, ou en tout cas un peu plus à gauche. La première, elle a été 5 fois au centre droit depuis le début de la 5e République, mais 9 fois à gauche et aux socialistes. Et l'élection d'une députée MoDem en 2017, Josie Poito, peut apparaître comme une anomalie d'ailleurs. On rappelle que Josie Poito est une ancienne socialiste passée du côté du MoDem, proche de François Bayrou désormais. Et puis la troisième circonscription, elle est à gauche depuis 1988, depuis André Labarrère et aujourd'hui depuis David Habib qui se présente pour un 5e mandat. Et en tant que dissident avec l'étiquette Absolument. socialiste. Jean Petot, politologue, est-ce qu'on sait expliquer aujourd'hui l'évolution justement de la couleur de cette région ? Cette difficulté, effectivement, à la coloriser, et je partage complètement les trois opinions qui sont exprimées avant moi, elle n'est pas différente de ce que l'on trouve d'ailleurs dans le reste du pays. Pourquoi ? Parce que les élections se suivent et ne se ressemblent pas dès lors qu'il s'agit d'élections différentes en fonction de territoires différents ou de scènes différentes. Et c'est très compliqué, effectivement, d'avoir une tendance lourde que l'on pourrait et qu'on pouvait jadis identifier et typifier. Bon. Là, ce qu'on constate sans doute, c'est que les électeurs sont stratèges et se déterminent en fonction, alors soit des circonstances, soit du niveau d'élection et de pouvoir et de compétences aussi réparties. C'est pour ça que Claire l'a très bien souligné, la région Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui ex-Aquitaine, et c'était la même chose pour Poitou-Charentes et Limousin, tenu par des caciques socialistes, si je puis dire. Le département, alors là, c'est encore plus fort, avec le petit intermède de 85-88, une présence à la tête du département sans discontinuer depuis 76 pour le PS, mais effectivement des circonscriptions qui ont tendance à bouger, et comme l'a dit Jefferson, avec ce raz-de-marée, la République en marche de 2017.
Alors, Claire Mayer du journal Le Monde renonce sur cet accord NUP, la plateforme de gauche, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Est-ce que cet accord fonctionne dans la région ? On a quand même remarqué un certain nombre de dissidents. Il y a eu un certain nombre aussi de candidatures parallèles, comme celle de Jérôme Lambert, par exemple. Donc il faut rappeler, pardon Claire, que c'est le neveu de François Mitterrand. Oui, alors là, absolument. en Charente, voilà, Charente, absolument. hein. En Charente, oui, Jérôme Lambert en Charente, qui a décidé de partir contre vents et marées, même s'il n'est pas le candidat de la NUP, alors qu'il est le député sortant. Je crois que ces unions n'ont vraiment pas fait beaucoup d'heureux. On l'a remarqué aussi dans un certain nombre de circonscriptions, notamment en Gironde. On va voir ce que ça va donner avec la complexité aussi de ces différentes candidatures dissidentes au milieu de ces candidatures NUP. Ouais, parce qu'il y en a. Il y a des candidatures dissidentes. Absolument. Jefferson. Là, le laboratoire, le département à regarder, c'est la Dordogne. C'est le cas typique où 4 dissidents socialistes se présentent contre 4 candidats Pas de la une NUPES. seule investiture socialiste en Dordogne sur les Donc 4 là, il y a une vraie circonscriptions. fracture avec, on parlait des bastions et des fiefs de la gauche historique dans ce département. Dans cette région, il y a les Landes et la Dordogne. La Dordogne, aucun député socialiste investi par la NUPES. Résultat, 4 dissidents avec Bernard Cazeneuve qui vient au soutien, Carole Delga qui est annoncée aussi par là-bas. Donc voilà, il y a une vraie résistance qui se pose et on en vient aux spécificités très locales de nos territoires parce que ça ne répond pas à un accord national. C'est un accord de parti, c'est une plateforme programmatique mais qui ne trouve pas ses résonances jusqu'au plus bas. Yannick, justement, dans les Pyrénées-Atlantiques, David Habib, donc député socialiste, vice-président de l'Assemblée nationale, qui va être dissident. Quel est le poids de cette dissidence, justement, sur cette circonscription ? Je crois que David Habib, il mène son petit bonhomme de chemin tout seul. Je crois que personne n'aurait pu l'empêcher d'être à nouveau candidat sur sa circonscription. Vous savez qu'il y a quelques années, on appelait sa circonscription Habibland. C'est chez lui, donc je crois qu'il n'y a aucun accord de parti, même venu de Paris, qui aurait pu lui mettre des bâtons dans les roues. Donc il sera candidat et, à mon avis, il sera très probablement réélu. Mais il doit quand même mener campagne parce qu'il y a du monde quand même face à lui aujourd'hui. Jean, ces dissidents, est-ce que la voix de ces dissidents est en train de s'élever, de porter de plus en plus ? Est-ce que c'est votre sentiment ce soir ? Honnêtement, à titre personnel, je pensais qu'il y en aurait davantage. Mais il y a eu d'ailleurs des arrêts, si je puis dire, dans des velléités de dissidence en Gironde, sur la 5e circonscription, celle qu'on appelle communément du Médoc. Et c'est une appellation qui est un petit peu d'origine incontrôlée, si je puis dire, parce que le poids démographique de cette circonscription, le barycentre, il est vraiment sur le sud, dans 5 communes qui sont Ésine, Parampuire, Blanquefort, Le Pian et Ludon, où là, il y a la plus grande densité de population. Et là, Pascal Gaude, qui avait été la députée battue en 2017 par Benoît Simian, et donc socialiste, mais par ailleurs VP du département de la Gironde, avait vraiment, pendant 48 heures, je pense qu'elle s'est interrogée pour savoir si elle allait accepter cet accord, comme vous l'avez dit, Franck, de coalition électorale. On peut y parler aussi. C'est figure de favorite. Ah, bien sûr. Donc, et l'autre dissidence. c'est là où la négociation est très curieuse entre NUPS et le PS. Et c'est que là, ils avaient PS, quelqu'un qui était en capacité de reprendre une circonscription à la République en marche. Quand on voit la tournure des événements sur la 5e avec la candidature maintenue par Benoît Simian, le député sortant en délicatesse avec la République en marche, il y avait une fenêtre d'opportunité. L'autre dissidence qui est intéressante à suivre, c'est celle de la 12e, cette nouvelle circonscription construite, si je puis dire, sur l'entre-deux-mer, avec la candidature de Bruno Marty, le maire de La Réole, qui était d'ailleurs le suppléant de Catherine Vessy, candidate socialiste en 2017, sur cette même circonscription. Je crois qu'il y a aussi quelque chose avec cet accord de la NUPES qui se fait à l'encontre des ancrages territoriaux, ou peut-être des dynamiques ou du travail qui avait été fait ces derniers mois sur le terrain. On l'a vu sur la 4e circonscription avec l'écologiste Julien Brunel, qui a fini par renoncer et qui a laissé la place sans le soutenir au socialiste Iñaki Etxaniz. Mais il y a aussi des candidats en Béarn qui se sont retrouvés parachutés. Alors c'est pas des gros parachutages, c'est des petits parachutages, mais il y a par exemple une candidate NUPES qui est oloronnaise et qui est sur la 2e circonscription, donc qui ne réside pas dans la circonscription, qui est en train de découvrir ce territoire-là. Claire, vous l'avez dit dans votre intervention en début d'émission, cette région a vu arriver le Rassemblement national en tête en Lot-et-Garonne. Le Rassemblement national est en train de s'implanter dans cette région. Vous avez fait un article dans le journal Le Monde récemment sur ce thème-là. On voit une implantation forte, c'est ce que vous confirmez ?
Absolument. Après avoir échangé aussi longuement avec Jean Petot, qui est toujours un éclairage passionnant, on remarque qu'il y a un nouvel élan du Front National, du Rassemblement National, justement, pas que dans le Lot-et-Garonne, qui est une terre historique du Rassemblement National, mais dans des terres, plutôt une immersion plus rurale, en fait, du parti, qui s'inscrit plus profondément, effectivement, dans des villages, dans des zones un peu plus reculées. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez justement sondé ce territoire et cet électorat Rassemblement National ? J'ai fait un reportage effectivement à l'Espar-Médoc, qui est une ville qui a basculé au second tour de la présidentielle, le Rassemblement National a fait 60%, plus de 10 points de plus par rapport à 2017. Effectivement, finalement, c'est un électorat assez décomplexé de son vote. Au Café du Village, on parle de ce sujet-là assez ouvertement. C'est plus du tout un sujet tabou de voter Rassemblement National, mais c'est plus un vote contestataire. Comme m'a dit le maire de la commune, Monsieur Guiraud, c'est pas une commune de fachos, c'est une commune de fâchés. C'est vraiment ce que ressentent les gens. Le fait d'être éloignés des services publics, le tribunal qui a fermé en 2008, ils se sentent vraiment abandonnés, je pense, par rapport aux grandes métropoles. Jefferson, pour compléter ce que vient de dire Claire et d'expliquer, comment on explique justement donc comment on analyse l'implantation du Rassemblement National dans cette région. Ce vote épouse ce qu'on appelle le croissant de la pauvreté, c'est-à-dire que c'est là où les services publics ferment, là où on est le plus loin de tout. Maintenant, l'enjeu pour le Rassemblement National, c'est de concrétiser ces voix, parce que ces voix, pour l'instant, elles ne donnent pas. Ils n'ont pas de députés RN en Gironde, ils n'en ont pas en Lot-et-Garonne. Donc on voit qu'ils font beaucoup de voix. Mais pour l'instant, ça ne se traduit pas par un résultat. Ça n'envoie pas des députés à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas pris d'exécutifs locaux. Si on veut se focaliser sur 2 têtes d'affiche, on va avoir Edwige Diaz, qui est la candidate qui est la mieux placée pour l'emporter dans le Blayais. Là, le Rassemblement national, au 2 tours, Marine Le Pen est arrivée en tête. Et en Lot-et-Garonne, on a Hélène Laporte, qui est députée européenne actuellement. Députée, chef de file des eurodéputés RN au Parlement européen et qui a été investie dans le Marmandais. Donc on voit qu'on se recentre aussi sur des profils plus expérimentés que d'habitude, parce qu'en général, le RN n'a pas la ressource humaine pour mettre des candidats crédibles partout. Au fond, le RN, jusque-là, c'était surtout les élections législatives, c'était le moyen de récupérer des financements. Et peut-être que pour la NUPES et pour le parti de Jean-Luc Mélenchon, si ça ne va pas au bout, ça ramènera de l'argent, puisque toutes les voies législatives permettent de faire le financement de la vie politique. Donc il faudra aussi le regarder sous cet angle-là. Maintenant, il y a eu des gros scores de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Ça n'a pas gagné à la présidentielle, mais on verra comment ça va se passer, parce qu'on en parlera, mais il y a l'abstention qui va être aussi à prendre en compte, parce que pour se maintenir, il faudra faire 12,5% des inscrits. Ça veut dire que le ticket d'entrée pour le deuxième tour va être beaucoup plus fort, et donc il va falloir convaincre. Donc tout n'est pas gagné, et les sondages sont à prendre avec beaucoup de prudence, je pense. Yannick, on s'éloigne là du Rassemblement National, mais du côté de Pau, du Béarn, on connaît l'implication et l'importance de François Bayrou, du MoDem. Quel est le rôle de François Bayrou dans cette campagne pour les législatives ? Est-ce qu'il a un rôle ? J'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très discret. Depuis le début de cette campagne, je n'ai pas vu passer de photos de François Bayrou aux côtés des candidats MoDem. Je n'ai pas vu passer non plus de messages de soutien sur les réseaux sociaux. Il se dit qu'il a épargné David Habib, puisqu'il n'y a pas, face à David Habib, sur la 3e circonscription, de candidats étiquetés MoDem, ni de candidats La République En Marche. Il y a quand même une candidate qui est d'hiver droite, en tout cas qui se présente comme candidate du centre et de la droite, qui est soutenue par Jean-Jacques Lasserre, qui lui est MoDem, mais François Bayrou ne soutient pas cette candidate. Enfin bon, en tout cas, pour le moment, voilà, on ne le voit pas. Jean, est-ce que le MoDem est en perte de vitesse aujourd'hui ? Je ne le dirais pas comme ça. Je crois que sur l'Aquitaine, il y avait 7 circonscriptions. Il y a 7 circonscriptions sortantes sur les 28 circonscriptions d'Aquitaine, 29. 28, oui. Il y en a 7 qui sont MoDem, et il y en avait 16 qui étaient La République En Marche. Donc, le MoDem, quelque part, en remet moins sur le tapis. Donc ça va être un petit peu intéressant de voir si on reste un peu à l'étiage ou pas. Mais on parlait au tout début de notre émission sur des permanences. C'est quand même très frappant de voir que là où historiquement la démocratie chrétienne est forte, et c'est le cas en particulier des Pyrénées-Atlantiques, parti basque, parti béarnais, mais surtout le parti basque. Mais là, le Rassemblement national a encore du mal à percer
et à s'implanter. Enfin, je parle un peu sous votre contrôle, là. On a un petit peu le sentiment que de la même manière, ça se passe ici comme ça en Bretagne, où le RN est encore confronté à une difficulté. Mais je rebondis sur ce qu'a dit Jefferson sur la Gironde. S'il y a une circonscription, à mon sens, qui peut faire éclater le fameux plafond de verre qui empêchait le RN d'avoir des députés, c'est bien la 11e. Parce que là, il y a la confluence d'un certain nombre de phénomènes, à la fois locaux et nationaux. Et une candidate qui s'est implantée durablement, ce qui n'était pas toujours le cas partout. RN qui a vraiment fait un travail professionnel 11e de la Gironde. Je reviens sur une circonscription. Oui, Yannick. Ouais, pour revenir sur le MoDem, et je pense que c'est le problème du Rassemblement national, mais pas seulement, il y a un problème de personnel politique dans tous les partis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut trouver des candidats pour y aller. Il faut trouver des candidats qui veulent faire campagne pendant des mois et des mois, prendre le risque d'être battus. Et les Républicains, en Béarn... Et de perdre de l'argent parfois. Perdre de l'argent, peut-être pas, parce que quand on est bon financier, quand même, c'est facile de se faire rembourser ses frais de campagne. Mais les Républicains... À droite, Yannick, quand on est LR, on n'a plus aucune garantie. Parce qu'aujourd'hui, même un candidat qui se présenterait n'a pas forcément un soutien très, très appuyé de son propre parti. Donc là, ça limite non, je pense que le nœud financier n'est pas si marginal que ça sur l'histoire. En tout cas, ils ont deux circonscriptions en Béarn où ils n'ont pas fourni de candidats, les Républicains. Et je pense que le MoDem aussi a des problèmes de personnel politique. Un mot sur cette circonscription que l'on connaît bien dans la région, celle de Jean Lassalle. Jean Lassalle qui n'est pas candidat, qui a renoncé en raison de problèmes de santé, mais c'est son frère Julien qui est candidat. Quels sont les enjeux sur cette circonscription qu'on appelle la basco-béarnaise C'est de savoir si la grève va prendre. Si Julien Lassalle va réussir à faire aussi bien que le frangin. Passer le relais à son frère comme ça, comment est-ce que c'est perçu sur le terrain ? Écoutez, les Lassalle, dans leur circonscription, dans les vallées béarnaises, ils font figure un petit peu, et je le disais encore dans le Parisien aujourd'hui, et c'est assez vrai, ils font figure de héros. Ce sont des bergers qui ont l'image de gens qui travaillent, qui ont travaillé dur. Il y a cette proximité, il y a ce fameux ancrage territorial, ça on ne peut pas leur enlever. Après, Julien Lassalle, il arrive après quand même 4 mandats de Jean Lassalle. On a dit et plaisanté sur de Lassalle, 2 ambiances. Je crois que quand même ils sont assez proches. Il y a peut-être une personnalité qui est un peu différente, un peu plus réservée pour Julien Lassalle, mais en tout cas, dans les convictions, je crois qu'il n'y a pas l'épaisseur d'un papier à cigarette entre les deux. Claire, cette campagne, elle a commencé lundi, il y a 2 jours, la campagne officielle. Peut-on dire qu'elle est faible, molle, transparente, ou est-ce qu'il y a d'autres qualificatifs ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est assez difficile d'en rendre compte pour l'instant. Il se passe à la fois beaucoup de choses et peu de choses. Je pense qu'on va peut-être être d'accord là-dessus. Effectivement, il y a beaucoup d'attentes aussi, beaucoup désintérêt des Français aussi, je pense, pour cette campagne des législatives. C'est peut-être aussi la grande question, effectivement, du 12 juin, en tout cas. Jefferson, cette année, évidemment, les accords politiques font qu'il y a beaucoup moins de candidats par rapport à 2017, 20% globalement sur l'ensemble du territoire. Ça a quel effet ? Ça peut offrir une clarification parce que c'est plus lisible quand vous avez plus de 20 candidats sur une circo ou 10 ou 15, comment s'y retrouver. Parce que les législatives, c'est aussi une élection d'étiquette. On est libre pour envoyer des députés à l'Assemblée pour faire une majorité ou défaire une majorité. L'objectif de la République En Marche, c'est bien d'avoir la majorité absolue avec ses alliés, de pouvoir mettre en place le programme d'Emmanuel Macron pour lequel il a été réélu à la présidentielle. C'est tout le défi. Donc là, il n'y a pas d'angélisme. C'est vraiment du programme contre programme. Maintenant, quand vous interroger les candidats, ils sont matin, midi et soir sur leur campagne, ils essaient de toucher les gens. L'objectif, il est là. Et c'est ce que disait Claire, on est peut-être dans une situation où il y a un peu de désintérêt, il y a la menace de l'abstention. Maintenant, quand on est candidat à une élection présidentielle, une élection législative, il n'y a pas un instant de répit. Le premier tour, c'est le 12 juin, et encore une fois, je vous le dis, tous les candidats ne dorment plus, ils enchaînent les rendez-vous, et c'est tout l'intérêt de cette campagne. Maintenant, est-ce que ça résonne encore dans l'opinion publique? C'est peut-être un peu tôt. On a vu que pour la présidentielle, les 5-6 derniers jours ou la dernière semaine avant le premier tour, c'est là où ça a commencé à prendre. Et on était dans une situation beaucoup plus d'attentisme.
Jean, concernant justement l'intérêt de cette campagne pour les électeurs, est-ce que l'on doit redouter à nouveau un fort taux d'abstention ? On est confronté à ce fameux calendrier politique qui a un petit peu bougé en rallongeant 2 semaines entre la fin de la présidentielle le 24 avril et puis le premier tour de la législative 12 juin. Mais comme Emmanuel Macron, président de la République, a développé une stratégie consistant, alors je ne sais pas si c'était à tuer le match, mais en tous les cas à jouer sur le temps et à faire en sorte que le délai de campagne de fait soit à peu près conforme à ce qu'il avait connu en 2017 et ce qu'on avait connu entre 2007 et 2012, eh bien on est revenu à une très courte période de campagne, qui correspond plus ou moins d'ailleurs à la période officielle, vous l'avez dit Franck, avec un début ce lundi, 30 mai. Et ce calendrier politique, quelque part, il vide une partie de la mobilisation. Et ça fonctionne comme une sorte de siphon qui, je pense, accentue l'abstention. Il faut avoir en tête quand même qu'au premier tour, dans la quasi-totalité des circonscriptions en 2017, on était à plus de 50% d'abstention. Et au deuxième tour, compte tenu de la règle qui a été rappelée par Jefferson, du fameux 12,5% des inscrits, mais qui fait que le deuxième ou la deuxième est qualifié d'office, quel que soit son score. Et c'est ce qui fera d'ailleurs que cette année, je pense, dans toutes les circonscriptions, il y aura pratiquement que des duels et fort peu de triangulaires, parce qu'il n'y aura pas de possibilité de se qualifier. Et au deuxième tour, en 2017, on arrivait parfois à du 55, 56, 60% d'abstention. Ce qui pose quand même une question sur la légitimité politique de ce comme on disait jadis, de la Chambre. Il nous reste moins de 5 minutes dans cette émission. Quelques mots sur les thèmes d'actualité. Yannick, on pourrait parler des urgences ici à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, mais également au Laurent, par exemple, et tant d'autres. Quel sera l'impact de cette crise que l'on rencontre dans les urgences et qui impacte l'ensemble de la population et du personnel, selon vous ? C'est vrai que ça fait l'actualité chez nous comme ailleurs, les problèmes aux urgences, dans l'hôpital public, on en parle quasiment tous les jours, à Orthès, avec ces urgences qui un jour sont fermées, un jour sont ouvertes en fonction des médecins vacataires qu'on va pouvoir trouver. Dans la campagne, évidemment, on entend tous les candidats sont pour qu'il y ait plus de services publics de santé, pour qu'il y ait plus de médecins. Il n'y en a pas un qui est pour la fermeture des lits, évidemment. Est-ce que ça va résonner chez les électeurs et comment ça va se traduire dans les urnes ? C'est bien compliqué quand même de le savoir parce que sur ce problème-là, je crois que la responsabilité étant quand même partagée par le personnel politique depuis quelques années. Et puis, est-ce qu'au moment de passer dans l'isoloir, est-ce que le pouvoir d'achat va pas être quand même la première des priorités ? On peut se poser la question. Jefferson, on vient de parler des urgences, on aurait pu développer la crise sanitaire qui est derrière nous. Est-ce qu'elle va à nouveau, ou est-ce qu'elle va encore impacter le vote dans ces prochains jours, ou est-ce que c'est quelque chose d'oublié pour l'électeur ? Je sais pas, là on vit tous sans masque, regardez, on est tous sur ce plateau, on s'est retrouvés, c'était pas possible il y a quelques mois, donc je pense que là on est rentré dans une autre séquence. Maintenant, comme l'a dit Yannick, le pouvoir d'achat c'était le thème central de la présidentielle, on est face à l'inflation, donc là il y a un défi majeur qui continue de menacer l'économie, on attend un projet de loi qui va sortir après la législative, si tant est que le président de la République ait encore une majorité au lendemain des législatives, il y a des rendez-vous très importants, mais tout va arriver après. Et en fait la difficulté, pour revenir sur ce qu'on disait sur l'intérêt de cette campagne législative, c'est que le temps politique, pour l'instant, il est suspendu. Le gouvernement n'a pas d'assemblée, n'a pas de députés, ne peut pas présenter, ne peut pas faire voter ces textes et ces réformes sur lesquelles il s'est engagé durant la campagne. Donc là, il y a une forme de parenthèse. Pour la majorité présidentielle, la question, c'est comment on occupe ça. Manifestement, ils n'ont pas trouvé la clé, puisque le président de la République reprend le chemin du terrain. Il était à Cherbourg, il va aller à Marseille, et on voit que du coup... On lui a reproché d'être très absent, d'ailleurs, ces dernières semaines. Mais parce que aussi, il y a un effet miroir. C'est-à-dire qu'Elisabeth Borne, pour l'instant, ça n'imprègne pas vraiment dans l'opinion. Elle aussi doit faire campagne aux législatives. L'affaire Damien Abad est éclatée. Maintenant, il y a le problème du fiasco du Stade de France qui place sur le grill le ministre de l'Intérieur. Donc voilà, au fond, ce temps a été suspendu. Il y a une forme d'atonie et en même temps, il se passe beaucoup de turbulences. Donc c'est assez compliqué, mais je pense que le pouvoir d'achat reste le défi majeur. Claire, en quelques instants,
l'écologie, est-ce que l'écologie a disparu de cette campagne parce que justement il y a une plateforme à gauche qui est venue absorber l'ensemble des candidats écologistes? On n'en entend pas énormément parler pendant cette campagne. Effectivement, on n'en entend pas beaucoup parler. On parle, je suis d'accord avec vous, beaucoup des problématiques de pouvoir d'achat, les questions qui se posent notamment dans la ruralité, comme on l'a vu pour la présidentielle. Et finalement, l'écologie, on en entend peu parler. J'ai pas l'impression que ce soit les priorités, sachant qu'il y a quand même peu de candidats écologistes finalement dans ces accords de la NUP. Donc, voir si ils vont rentrer un petit peu plus en ligne de compte. Jean, en quelques mots, est-ce que la notion on a parlé du pouvoir d'achat très rapidement, on voit bien que c'est un sujet sur la table, c'est évident. Est-ce que les retraites également, est-ce que ce dossier-là compte au moment du débat sur les législatives ou ça viendra plus tard? Quand on parlait d'abstention tout à l'heure, on sait aussi que c'est ce qu'on appelle une abstention qui est différenciée et différentielle. C'est-à-dire qu'elle ne frappe pas ou elle ne touche pas de manière homogène tous les camps politiques. Hein. Et très clairement, elle va, si on prend l'exemple 2017, elle peut potentiellement toucher davantage l'électorat qui ne s'est pas reconnu dans la victoire d'Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle. Et donc, d'une certaine façon, c'est peut-être ce qui explique des thématiques qui sont portées par les partis de la coalition de la NUP. Je pense effectivement à la problématique écologique, mais aussi à la question de l'emploi ou du pouvoir d'achat. Ça apparaît moins. Et les retraites font partie de cette difficulté-là. Merci Claire, Jefferson, Yannick, Jean, merci. C'est la fin de cette émission. Excellente soirée et à très bientôt.